premiers intervenants. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce webinaire, donc sur les questions économiques. Et je vais laisser la parole à Philippe Audry, le chef du service économique de l'ambassade. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, je vais vous dresser quelques perspectives économiques, du moins j'espère, avant d'aborder deux autres points. Un qui sera très bref sur la réponse internationale, c'est-à-dire la réponse des États face à la crise, et puis un troisième point sur ce qu'a décidé le gouvernement français pour les entreprises françaises. Alors d'abord, les perspectives économiques au Cambodge. Alors, c'est très difficile de faire des prévisions, bien évidemment, dans un contexte pareil. Comme le disait Madame l'ambassadrice tout à l'heure, nous sommes dans une situation qui est totalement inédite. C'est la première fois depuis 1945 que les institutions multilatérales pronostiquent une baisse du PIB mondial. Donc, ça vous donne une idée de la situation dans laquelle on se trouve. En ce qui concerne le Cambodge, il y a eu plusieurs prévisions qui ont été faites récemment. La prévision, j'en citerai deux, celle de la Banque mondiale qui prévoyait 2,5% de croissance pour 2020, qui a été réalisée il y a une quinzaine de jours, et plus récente, celle du Fonds monétaire international, dont le titre est tout un programme, ça s'appelle le Grand Confinement, et qui est plus pessimiste, puisqu'elle prévoit moins 3% de croissance dans le monde, moins 0,6% en ce qui concerne l'ensemble de la zone ASEAN, et moins 1,6% en ce qui concerne le Cambodge. Alors, cette même étude, pour 2021, prévoit une reprise mondiale en 2021 de 5,8%, et en ce qui concerne l'ASEAN, une reprise beaucoup plus significative de 7,8%, dont 6% pour le Cambodge. Bon, tout ceci, c'est fonction d'un certain nombre d'hypothèses qui ont été sélectionnées par le Fonds monétaire international. Cette hypothèse, c'est le fait qu'on atteindrait le pic de l'épidémie, ou plutôt le creux économique de la pandémie au deuxième trimestre, et qu'il y aurait ensuite une atténuation progressive au second semestre. Voilà, il est bien évident que si on prend d'autres paramètres, si la pandémie dure plus longtemps, tout ça serait bouleversé. Ma deuxième question sur les perspectives économiques, elle est toute simple. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il au Cambodge? Alors, je crois qu'il faut partir du principe que le Cambodge est un pays qui est en bout de chaîne. Le Cambodge est un pays qui est davantage victime, entre guillemets, de ce qui arrive dans d'autres pays que responsable directement de ce qui se passe. Le choc qui lui arrive dessus est ce qu'on appelle un choc externe, davantage qu'une crise sanitaire, puisque le Cambodge subit les conséquences de la situation qu'on observe dans d'autres pays. Il a d'abord été la victime, rappelez-vous, de la situation chinoise, avec une interruption de l'arrivée des intrants qui sont nécessaires à son secteur textile. Et puis, plus récemment, il a été la victime de ce qui se passe dans les pays occidentaux, l'Europe, mais aussi maintenant les États-Unis, avec le confinement, lequel confinement empêche les citoyens de consommer, et donc les empêche d'aller dans les magasins textiles ou de chaussures pour acheter des produits qui sont fabriqués au Cambodge. Ce choc externe, il est massif. Il est massif en ce sens qu'il affecte les principaux moteurs de l'économie et les principales recettes en devises du pays. Alors d'abord le tourisme, vous imaginez ce que ça peut devenir. Le tourisme au sens large du terme, ça comprend aussi l'hôtellerie, ça comprend la restauration, ça comprend les transports, ça comprend les agences de voyage, tous les services spécialisés. On peut dire que le secteur est sinistré puisqu'il n'y a plus d'arrivée de touristes étrangers ici. La perte de revenus est estimée au minimum à 283 millions de dollars par la Banque mondiale. Deuxième secteur très touché, textile, chaussures et les articles de voyage. Là, on a à la fois un choc d'offres puisque les composants n'arrivent plus ou sinon plus difficilement de Chine, et choc de demande avec beaucoup moins de commandes puisque les consommateurs potentiels sont cloîtrés chez eux et ne pensent pas
à commander des vêtements, même si les fournitures je dirais par Amazon et ses concurrents fonctionnent encore. Mais il y a clairement une perte de consommation, donc un choc de demande pour le secteur qui produit, c'est bien. La construction est également affectée, puisqu'on a certains chantiers qui sont au ralenti, d'autres qui ont arrêté, et un accès au financement qui est plus difficile. Les travailleurs à l'étranger, beaucoup d'entre eux sont revenus, on parle de 90 000 retours, il y en aura sans doute d'autres, et ça se traduit par ce qu'on appelle de moindres remises, c'est-à-dire de moindres rentrées de devises, avec un effet bien évidemment sur la balance des paiements. Alors à côté de ça, il y a quand même des secteurs qui résistent, l'agroalimentaire, les télécoms, la pharmacie, mais ils ne sont pas très nombreux. Face à ce choc, quelle a été la réponse des autorités? Donc les autorités ont dégagé un budget qui pourrait aller jusqu'à 900 millions de dollars, avec 4 réponses possibles. Je simplifie et Antoine rentrera plus dans le détail. Mais d'un point de vue macroéconomique, on a à la fois des exonérations fiscales, qui se traduiront par des pertes de recettes pour l'État, une injonction de capital dans la Banque de développement rural pour faire des prêts aux PME, un soutien aux ménages, mais aussi aux entreprises via les fameux 40 $ qui seront versés aux travailleurs du textile et de l'hôtellerie, et puis des mesures qui ont été prises par la Banque nationale du Cambodge pour améliorer la liquidité bancaire et pour permettre aux banques de continuer à prêter aux entreprises. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui? Je ne vais pas être trop péremptoire, parce que dans ces perspectives, il y a aussi beaucoup d'interrogations, vous en doutez. Alors, d'abord, ce qui est sûr, c'est que la récupération de l'économie sera incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a moins 1,6% cette année et plus 6% l'an prochain, vous voyez tout de suite qu'on s'écarte du trend des 20 dernières années qui était de 7% en moyenne. Donc, cette année et l'année qui suit marquent clairement une cassure dans la trajectoire de croissance du Cambodge. Alors pourquoi? Parce qu'un certain nombre de pertes de production ne sont pas récupérables. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas allé du tout au restaurant pendant 3 mois ne va pas se mettre à y aller 3 fois plus le 4e mois. Donc ça, c'est une perte nette. Et ça se répète dans beaucoup de secteurs. Donc malheureusement, il y a des secteurs qui souffrent beaucoup et on risque un certain nombre de faillites et de difficultés dans ce pays. On risque aussi d'avoir un ralentissement de la création d'emplois et un ralentissement de la croissance du revenu des ménages, avec des difficultés également sur la balance des paiements, puisque les recettes en devises, comme je le disais depuis tout à l'heure, ont été affectées. Et puis, des interrogations à plus long terme. Quelle sera l'évolution des investissements directs étrangers? Les investissements directs étrangers étaient absolument cruciaux pour équilibrer la balance des paiements, puisque le commerce extérieur était très déficitaire. Donc, quel sera le montant de ces investissements directs étrangers à l'avenir? Et deuxième interrogation sur le secteur bancaire, quels seront les effets des défaillances d'entreprises sur les institutions financières? Est-ce qu'on assistera à une augmentation des prêts non performants et donc de possibles difficultés de certaines banques et possibles, je dirais, mise en cause de certaines banques? Donc tout ça, ce sont des interrogations. Ce qui est sûr, c'est que les autorités cambodgiennes sont bien sensibles, sont bien conscientes de tous ces risques et que nous aurons l'occasion d'avoir des discussions avec elles à ce sujet. Voilà ce que je vais vous dire donc sur les perspectives macroéconomiques. Je vais passer brièvement sur les réponses internationales à la crise, avant d'aborder ce qu'a décidé le gouvernement français vis-à-vis des entreprises françaises. Alors, la crise, en effet, n'affecte pas que la France et le Cambodge, elle affecte en gros tous les pays dans le monde. Et le Fonds monétaire international a estimé, pour ce qui concerne les pays émergents et les pays en développement, que le besoin de liquidité était de 2500 milliards de dollars. C'est quelque chose de considérable, c'est à peu près le PIB français, donc ça vous donne un ordre de grandeur des besoins. La réponse des grands pays du G20, de toutes les instances parties prenantes dans ce qu'on appelle les institutions financières internationales, cette réponse est de 3 ordres. Premièrement, le Fonds monétaire international a lancé dans son conseil d'administration du 15 avril un nouvel instrument
qui vise à apporter de la liquidité aux pays concernés. Alors, ça s'appelle l'instrument de liquidité de court terme. Et il faut savoir qu'à ce stade, plus de 100 pays ont demandé l'aide du FMI. Ça ne s'est jamais vu, 100 pays. Donc le FMI est prêt à répondre avec les délais qui sont les siens, mais en accéléré, est prêt à répondre à ces demandes. Deuxième réponse, les banques multilatérales de développement. Elles vont annoncer des plans d'urgence qui dépassent les 200 milliards de dollars. Le groupe Banque mondiale pour 160. Là, je ne parle que de celles qui sont actives au Cambodge. Le groupe Banque mondiale pour 160. La Banque asiatique de développement pour 20 milliards. La Banque AIIB, dont le siège est à Pékin, pour 10 milliards. Et la Banque européenne d'investissement. Je ne parle que du guichet hors Union européenne, puisque la BEI travaille aussi en Europe, mais son guichet externe pour 5 milliards. Donc, c'est considérable. Troisième type de réponse internationale, le G20 Finance et le Club de Paris. Alors, le Club de Paris, pour mémoire, est géré, comme vous le savez peut-être, par le ministère français des Finances, donc c'est aussi largement une initiative française, ont trouvé le 15 avril un accord historique pour suspendre les paiements du service de la dette des pays les plus pauvres. Alors, les pays les plus pauvres sont les pays qui relèvent de l'Agence internationale pour le développement, ce sont les pays les moins avancés, donc le Cambodge en fait partie. Et ces pays les plus pauvres vont bénéficier, s'ils le demandent, d'une suspension donc, des paiements des services de la dette de la part des créditeurs bilatéraux. Donc tous les créditeurs bilatéraux, y compris la Chine, ce n'est pas un détail, ont pris cet engagement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces différents instruments internationaux. Je vais passer maintenant à mon dernier point. Quelle est la réponse apportée par les autorités françaises aux entreprises françaises? Alors, quand je parle d'entreprises françaises, ce sont les entreprises de droit français, donc immatriculées en France. Alors, il y a une enveloppe de soutien à l'économie qui a été débloquée par le Parlement, à la demande du gouvernement, qui atteint 110 milliards d'euros. Et à ce montant s'ajoutent 315 milliards d'euros de garanties accordées par l'État en faveur des entreprises. Alors, je vais distinguer des mesures d'ordre fiscal et puis des mesures de financement. Donc, les mesures d'ordre fiscal, il y en a 3. D'abord, un report de droit, sans aucun besoin de le demander, des charges sociales et fiscales pour le mois de mars et le mois d'avril. Ce report est de 3 mois. Deuxièmement, un remboursement accéléré par l'État de la TVA et des crédits d'impôt. Et troisièmement, sur demande et sous réserve d'une décision d'une commission spéciale, un dégrèvement exceptionnel d'impôts directs pour les entreprises qui sont dans des situations précaires et qui seraient menacées de disparition. Ça, ce sont les mesures fiscales. Les mesures de financement, alors là, il y en a beaucoup, mais je vais me concentrer sur 4 pour ne pas être trop long. Donc, 4 mesures de financement principales. La première, c'est ce qu'on appelle la garantie de l'État pour les prêts bancaires à hauteur de 300 milliards d'euros. Donc, d'un point de vue financier, c'est l'instrument le plus important. Et ça s'appelle le prêt garanti par l'État, dans le jargon PGE. Il est accordé par la banque BPI France et ça peut représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, donc 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Là, on parle du chiffre d'affaires réalisé en France. Ce prêt garanti est d'une durée maximale de 3 ans. Deuxièmement, possibilité pour les PME et pour les ETI. Donc les ETI sont les entreprises de taille intermédiaire, celles qui sont plus grosses que les PME, mais plus petites que les grosses entreprises. Une garantie sur un découvert de 12 à 18 mois. Et là, encore, c'est BPI France qui est à la manœuvre. Troisièmement, des prêts de soutien à la trésorerie, donc des prêts sans garantie et sans sûreté réelle, qui sont consentis en accord avec les régions et qui peuvent bénéficier aux TPE, donc très petites entreprises, aux PME et aux ETI qui auraient des difficultés de trésorerie conjoncturelle. Et puis, quatrième mesure de financement, le report du remboursement des crédits des entreprises jusqu'à 6 mois. Donc là, c'est en accord avec les banques concernées et c'est encouragé par les autorités françaises. On a également des mesures sectorielles, et je m'arrêterai sur ces mesures avant de terminer. Donc ces mesures sectorielles, ça concerne les startups françaises. Donc un fonds de soutien de 4 milliards d'euros a été mis en place pour soutenir leur trésorerie, notamment via des prêts de trésorerie garantis par l'État
et le remboursement accéléré du crédit impôt recherche, des crédits TVA et des aides à l'innovation. Et puis, pour les entreprises françaises exportatrices, donc on s'est aperçu qu'elles souffraient beaucoup, puisque 45% auraient arrêté depuis le début de la crise de prospecter les marchés étrangers et d'être actives à l'exportation. Donc, pour ces entreprises exportatrices, on a un renforcement de l'octroi des garanties de l'État, une prolongation jusqu'à 6 mois de la durée de validité des accords de garantie de préfinancement export, une prolongation d'1 an des assurances prospection qui étaient en cours, la réassurance des crédits export de court terme et une veille spécifique sur chaque zone géographique. Donc la zone Asie a fait par exemple l'objet d'un webinaire spécifique de Business France à la fin du Lance le 31 mars. Voilà, tout ceci, c'est la situation actuelle. Il y aura sans doute d'autres mesures et je pense qu'il faut être très à l'écoute pour les mesures qui seraient annoncées par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Avant de passer la parole à Antoine Fontaine, parce que là les mesures sont effectivement des mesures qui sont destinées aux entreprises françaises en France, mais cela concerne certaines de nos entreprises. Et on me signale que nous avons un témoignage d'un entrepreneur du Cambodge qui a bénéficié de ce type de mesures. Yvon Chan, es-tu présent, es-tu à l'antenne? Si tu peux faire un très court témoignage sur cette aide. Oui, bonjour. Je voulais juste apporter un témoignage sur ce que vient de dire Philippe. La Chambre de commerce avait diffusé des vidéos des French Founders que j'ai lues attentivement, ce qui m'a permis de savoir qu'il existait une aide par la banque BPI France. Je me suis connecté sur leur site et en 5 minutes, on remplit un questionnaire extrêmement simple. Il faut être enregistré en France, avoir un numéro de SIRET ou sirène, pouvoir uploader sa liasse fiscale, ce qui permet à l'interlocuteur de BPI France de prendre la demande, d'appeler par téléphone, de discuter des montants des prêts possibles. Ça va très vite, en fait, en un jour, ça s'est fait. Et ensuite, en fonction donc, de l'analyse de l'alias fiscale, ils peuvent savoir quel niveau d'impôt, combien de salariés on a et donc le chiffre d'affaires. Ça leur permet de cibler le prêt. Le prêt, il est à taux zéro. Il est délivré par sa banque personnelle, enfin la banque de l'entreprise dans laquelle on est. Cette banque se regarantit ce prêt auprès de BPI France. Et en fait, il faut justifier de très peu de choses. Il y a 200 mots d'explication. Par exemple, moi, c'est simple, c'est les chantiers. Donc, ma société est en France et j'ai une filiale au Cambodge. Le prêt est accordé à la filiale, à la maison mère en France. Et ensuite, charge à la maison mère et à la filiale de se répartir le prêt. Donc, nous, on est une société d'architecture, donc les chantiers sont à l'arrêt. Le confinement ne permet pas de rencontrer ses clients. Donc, voilà, c'est une société qui ne permet pas en ce moment, c'est une situation où on ne peut pas facturer. Et donc, c'est des prêts qui sont accordés pour de la trésorerie quand on a des employés, essentiellement. Voilà, donc en fait, j'encourage les gens, les entrepreneurs, à consulter les French Founders, enfin, les vidéos French Founders qui sont très, très, très bien faites et qui donnent énormément d'astuces ou de conseils pour passer la crise. D'accord, merci. Et puis je précise qu'évidemment, nous, on reste disponible si certaines personnes ont des questions sur ces prêts et ces financements. Je vais laisser la parole à Antoine Fontaine sur la question des aides du gouvernement royal du Cambodge aux entreprises cambodgiennes. Merci Sorasmaï, bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour à tous.
En fait, je ne vais pas évidemment revenir sur toutes les mesures sanitaires parce que ça nous intéresse peu pour notre propos aujourd'hui. En revanche, je vais m'attarder un peu plus sur les aides aux entreprises, les aides aux salariés, et peut-être le classer d'une façon un petit peu différente, puisque je vais d'abord voir les aides qui ont en fait une nature plutôt de solidarité. C'est des aides qui sont donc tournées vers l'entreprise elle-même et des aides qui vont vers les employés en particulier. Comme Philippe l'a indiqué, le gouvernement fait de gros efforts pour aider les personnes les plus fragiles, en particulier les salariés des secteurs phares du textile et du tourisme. Dans la mesure où le Cambodge dispose d'un budget annuel très limité, d'un secteur officieux conséquent et de rentrées fiscales futures très impactées, d'après les prévisions de croissance qu'a rappelé Philippe, l'État ne peut pas tout, mais fait véritablement ce qu'il peut. Il a décidé de préserver son marché intérieur, sans négliger la santé, à défaut de pouvoir protéger les secteurs d'exportation et du tourisme. Ainsi, si certaines sociétés ont dû fermer, cela résulte rarement du fait du prince, c'est rarement du fait du gouvernement, mais c'est en général du fait de l'absence d'activité de ces secteurs-là. Le jeu d'équilibriste sur lequel joue le gouvernement est pour le moment plutôt une réussite, malgré tout. Et le gouvernement compte sur le maintien de chiffres d'affaires minimum pour préserver l'emploi, même avec des salaires réduits, et permettre un redémarrage rapide de l'activité à l'aurore des jours meilleurs. Comme je disais, les moyens sont limités et le pays ne peut aider tout le monde. Les contours sont clairs pour le moment. Ils reposent sur le maintien maximum de l'économie, l'appui de certains secteurs stratégiques, sur le soutien des salariés de l'économie formelle, après tout, ils ont payé des taxes, et sur la solidarité nationale. Dans la mesure où les aides fiscales et sociales accordées aujourd'hui ne peuvent raisonnablement pas être pérennes, le gouvernement appelle ses concitoyens à un civisme et à une solidarité économique, faute d'autres leviers. Concernant le maintien maximum de l'économie fondée sur la solidarité, il est à noter qu'au-delà de décider de ne pas confiner ni d'interdire d'activité, sauf rares exceptions, il s'agit en l'occurrence des rassemblements religieux, des concerts publics, des écoles, des universités, des musées, des KTV, des cinémas, des clubs, des casinos, des salles de sport, des spas et des transports publics. Le gouvernement a au contraire incité les salariés à travailler, y compris et surtout pendant le Nouvel An khmer. Le gouvernement a également promis le travail à domicile, la prise de congés payés et le chômage partiel en lieu et place de la suspension du contrat de travail et à fortiori du licenciement. Je vais revenir un petit peu sur le licenciement tout à l'heure pour vous dire que le licenciement est quelque chose qui est, de façon générale, le gouvernement essaye de limiter au maximum le licenciement, voire à interdire les licenciements. Il a montré l'exemple en redistribuant les salaires de certaines personnalités politiques, vous l'avez suivi, à organiser le travail à domicile des fonctionnaires, notamment par la mise en place de services en ligne pour les déclarations fiscales, les formalités au ministère du Commerce, au ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu'au ministère de la Fonction publique. Il est clair que le gouvernement veut limiter l'impact économique de cette crise sanitaire, ce qu'il fait notamment à travers la Banque nationale du Cambodge, qui, comme l'a rappelé Philippe, a décidé la réduction des réserves obligatoires des banques à 7% sur les prêts en réel afin de donner de la liquidité au marché. L'appel à la solidarité a également été lancé aux propriétaires pour ne pas évincer un locataire défaillant et pour engager une négociation de réduction de loyer. Cet appel, s'il n'a pas de valeur coercitive, je tiens à souligner ça, sera sûrement pris en compte par une juridiction en cas de recours en recouvrement de loyer ou en éviction. Les écoles semblent encore plus protégées puisque le Premier ministre a rappelé ce principe, en particulier en leur faveur. Il est aussi envoyé au secteur bancaire pour autoriser des restructurations de crédit jusqu'à la fin décembre pour 4 secteurs, la confection, le transport logistique, la construction et le tourisme, qui ne sont pas déclassés. Il est aussi encouragé à discuter à l'amiable avec les débiteurs défaillants en raison du Covid-19 et à éviter la mise en œuvre des garanties. Là non plus, les mesures ne sont pas contraignantes, mais il n'y a pas de doute que les réseaux sociaux seront le cas échéant mis à contribution pour jeter l'opprobre sur les banques créancières peu empathiques, de la mesure où elles peuvent le faire, évidemment. La solidarité s'organise par ailleurs avec plus de 9 millions de dollars de dons collectés, et EDC est sollicité pour soulager ses gros clients notamment. Il devrait le mettre en place partiellement. L'appel à la solidarité internationale a aussi été envoyé, non seulement ce qu'a rappelé Philippe,
aux bailleurs de fonds, mais aussi au travers le GIMAC, l'Association des industries de la confection, qui a appelé tous les acheteurs internationaux à honorer leur contrat d'achat pour garantir le salaire des travailleurs et permettre de passer des commandes afin d'assurer que les usines restent ouvertes. Il est à noter aussi que si une loi d'urgence, l'état d'urgence, est en cours de validation pour envisager l'éventualité de son application, le gouvernement, contrairement à de nombreux pays à travers le monde, n'en a ni précipité l'adoption, ni ne l'a décrété sous prétexte de crise. Cela peut être perçu comme un message d'apaisement et de normalité en ces temps tourmentés. J'ajoute que le fait que les déclarations du gouvernement soient prises au pied de la lettre sans avoir nécessairement une traduction réglementaire va aussi dans ce sens-là. Concernant les mesures destinées aux entreprises, à faute de grippe, on mange des merdes. Le gouvernement n'a clairement pas les moyens de faire des cadeaux fiscaux, ni d'aide financière substantielle, car il y a une capacité d'emprunt qui est à la mesure de sa capacité de remboursement. De nombreux entrepreneurs voudraient pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale au même titre que les secteurs touristiques et textiles, mais qui ne soient pas trop jaloux par cela, parce que quand ce n'est pas un effet de soulagement, c'est simplement en général un effet de placebo. Donc je reviens sur ces mesures fiscales. Le message est en effet de demander à la population de faire un effort de solidarité en montrant l'exemple, mais dans la mesure où le gouvernement peut le faire. Ce sont d'abord les salariés qui en font les frais, puisqu'il y a un report du paiement des indemnités d'ancienneté obligatoires pour les années 2019, 2020 et 2021. Ainsi, les mesures principales sont, en matière fiscale, pour le secteur du tourisme au sens strict, c'est-à-dire hôtels, guest house, restaurants et agences de voyage, une exemption des taxes mensuelles, l'absence de contrôles fiscaux pour 2020, pour l'année 2020, ainsi que l'octroi d'une période de grâce pour les paiements d'amendes transitoires et la mise en place d'échéanciers pour les paiements de l'impôt sur les sociétés jusqu'en novembre. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ces exemptions dont on ignore l'étendue, est-ce qu'elles comprennent tous les impôts indirects, notamment la TVA, est-ce que ça compte l'ensemble des précomptes, notamment la retenue à la source sur les salaires, n'est pas évidente. Et surtout, ces mesures sont intéressantes dans la mesure où il y a quand même un chiffre d'affaires. Mais ajouter aux efforts des banques et des propriétaires, ça peut permettre de passer le cap. À noter aussi la suspension du paiement des cotisations sociales. Le secteur du textile est l'autre gros bénéficiaire, entre guillemets, mais c'est aussi le plus gros employeur du Cambodge, avec plus de 600 usines, 750 000 salariés, représentant 40% du PIB officiel, 9,3 milliards de dollars de textiles et de chaussures vendus en 2019. Ainsi, outre une exonération des cotisations sociales pour les salariés suspendus, le gouvernement leur a octroyé 6 mois à 1 an d'exemption fiscale. À noter, mais là encore faut-il avoir un chiffre d'affaires et faire des profits. À noter enfin une aide très superficielle à certaines compagnies aériennes avec l'exemption de la taxe minimum sur les profits lorsqu'elles volent et des délais de paiement pour l'acquittement des taxes aéroportuaires pendant 6 mois avec échéancier à l'issue de cette période. En dehors de ce dernier secteur qui pourrait recevoir des aides publiques, il est très improbable que le gouvernement puisse trouver les moyens de compenser, même très partiellement, les pertes des entreprises fermées sur ordre et celles qui l'ont été économiquement. À ce titre, il n'est pas inutile de rappeler le message du ministre chargé de l'Éducation qui a mentionné l'état financier extrêmement inquiétant de certaines écoles privées. Enfin, concernant les mesures destinées aux salariés, ces mesures sont nécessairement limitées dans leur étendue et dans leur durée. Elles sont rares et elles ne concernent que les salariés d'économie formelle. Il n'y a évidemment rien pour ceux dont l'employeur n'est pas enregistré, une sorte de double peine pour les employés, ni pour les petits auto-entrepreneurs extrêmement fragiles. Pour ces derniers, le seul appui, mais non des moindres, est l'absence de confinement et un certain nombre de mesures de lutte contre l'inflation. Ainsi, le gouvernement a mis en place un système de contrôle des prix des biens des secteurs stratégiques en cas de nécessité, notamment pour les masques, les gels sanitaires, les thermomètres, mais surtout pour certaines boissons et la nourriture, en particulier le riz et le sel. Le riz, qui est du reste, comme le paille et le poisson, sont interdits à l'export, avec une aide du gouvernement à travers l'accord de prêt aux moulins à riz qui en auraient besoin. Le gouvernement a du reste décidé d'augmenter ses réserves de nouilles et d'eau en demandant des augmentations de production. J'insiste sur ces éléments parce que, je vais dire, du côté des salariés enregistrés, ils ne pourront compter que sur une aide de 40 $, mais ce qui est déjà important comme effort, de 40 $ par mois en cas de suspension de leur contrat de travail par le gouvernement, mais pas en cas de licenciement ni en cas de suspension illégale.
J'attire votre attention à ce sujet car il existe une procédure stricte pour la suspension des contrats de travail, notamment avec l'intervention de l'inspection du travail. Et si elle n'est pas respectée, la procédure sera nulle, le licenciement sera nul et obligera l'employé à payer l'intégralité des salaires pendant toute cette période. Donc, il vaut mieux respecter les règles. Mais la politique aujourd'hui est d'essayer de passer le cap le mieux possible et donc de maintenir les salaires, des salariés, les contrats de travail. Et donc, il est très compliqué aujourd'hui de licencier suite à une suspension de contrat de travail, ce qui est assez logique, mais qui peut devenir problématique pour l'entreprise qui serait en cours de fond. Alors, pour la suspension, pour le moment, les employeurs n'auraient pas à payer de compensation, donc ça peut tenir pour eux. En revanche, en ce qui concerne l'industrie textile, elle a l'obligation de payer $30 par mois dans ce secteur-là. Juste pour une petite projection, si les 750 000 salariés du secteur textile devaient être suspendus, et ce n'est pas du tout quelque chose d'impossible, puisqu'on est autour aujourd'hui de 20% des commandes au niveau national, ce serait une somme de 30 millions de dollars à débourser chaque mois par le gouvernement. Ce n'est pas des sommes qu'on peut tenir très longtemps. Quand on regarde les aides aux salariés, on voit qu'il y a 3 périodes. Il y a une période où on pensait effectivement que ça n'allait pas durer longtemps. Donc, on est parti sur un principe où 30% du salaire minimum était payé par l'employeur. Pour l'industrie textile, je parle, mais ça pouvait être étendu à d'autres secteurs. 30% par l'employeur, 40% par le gouvernement et 30% en fait qui restait à la charge des salariés. 30% de $290. Dans la mesure où cette crise commençait à durer, les entreprises textiles n'étaient plus dans la mesure de payer ces 40%, l'État a priori non plus. Et donc, on est passé de 30%, 40% à $30, $40. Et je viens de signaler que ces 30 et $40 étaient encore des sommes extrêmement importantes pour l'industrie textile et extrêmement importantes aussi pour l'État. Donc, la logique de tout cela, c'est que si cette crise devait durer très longtemps, faute de moyens, si effectivement les ressources de l'État devaient être limitées, la pire crise qu'on puisse imaginer, c'est une crise alimentaire. Et donc on voit bien que le gouvernement prend des mesures assez importantes, enfin même très importantes, pour limiter la sortie justement du riz, etc., et la constitution de stocks gouvernementaux importants pour pouvoir remédier à ces crises potentielles alimentaires. Voilà, j'ai été un peu long, mais il me semblait important d'insister sur ces éléments-là. Et surtout sur le point qu'il ne faut pas tellement compter sur les aides financières de l'État, mais davantage sur la solidarité, ce qui me fait une très bonne transition pour notre dernière présentation avec Sir Asmay qui va nous parler de la solidarité entre Français. Je vous remercie. Merci Antoine, merci beaucoup. Je précise avant de passer la parole à Martin que la CCI s'est jointe ce matin aux autres associations d'affaires en demandant à la Chambre de commerce cambodgienne, qui est l'interlocuteur direct du gouvernement cambodgien concernant le secteur privé, d'étendre certaines des mesures qui ont été allouées au profit du secteur touristique et du textile à l'ensemble des secteurs économiques. Donc à voir si effectivement cela est faisable et si cela tombe. Je précise aussi, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, voir si vous souhaitez intervenir, utilisez le chat, on est à votre écoute et on vous donnera la parole dans une dizaine de minutes après l'intervention de Martin qui va donc revenir sur les actions de la Chambre de commerce au cours de cette crise. Merci Sir Asmay. Je vais rapidement passer sur les actions que nous avons entreprises à la Chambre de commerce France-Cambodge. Donc, on en a déjà parlé. Nous avons mis en place une hotline dont le numéro est sur la bannière Facebook de la page CCIFC. Donc, vous pouvez appeler
5 jours par semaine, de 8h à 17h, Sorasma ou moi-même. Si vous avez pour la moindre question, pour la moindre information, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas répondu à vos questions, celles surtout d'ordre économique ou entreprise lors de cette session, n'hésitez pas à nous appeler ou à communiquer avec nous. Nos adresses email sont également disponibles. La deuxième initiative, comme l'a présenté Sorasma, c'est également notre rôle de coordination et de participation avec les autres organisations professionnelles et chambres dans l'objectif est d'obtenir des mesures de la part du gouvernement cambodgien. Donc, un bon nombre d'entre vous ont participé, répondu, partagé les questionnaires que nous avons fait passer. Donc, l'objectif étant de mieux cerner la situation, d'avoir davantage d'informations pour informer le gouvernement et également pouvoir proposer des mesures pour les entreprises, pour leur permettre de survivre, de mieux vivre cette période de crise. Donc, il y a eu un premier questionnaire et une première salle de demande à travers la Cambodia Tourism Federation. Donc, ça s'adressait essentiellement aux entreprises du tourisme. Et une seconde qui est en cours avec la Cambodia Chamber of Commerce, dont une lettre doit être adressée au gouvernement cambodgien aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc, pour ce qui est des actions de plaidoyer auprès du gouvernement cambodgien, les chambres et les associations professionnelles sont pleinement mobilisées pour défendre les intérêts des membres et de notre communauté d'affaires. Donc, ce n'est pas un processus qui est fini aujourd'hui, il y en aura certainement d'autres. Et c'est quelque chose qui vous le savez, prend forcément du temps, mais nous sommes pleinement mobilisés sur cette thématique. La troisième action que nous avons entreprise, c'est promouvoir les restaurants tenus par des Français ou proposant une cuisine française qui offrent un service de livraison ou de plats emportés. Donc, un questionnaire a été diffusé à notre communauté d'affaires et il y a 2 semaines, l'ambassade de France a travaillé sur le graphisme. Et aujourd'hui, cette liste d'entreprises, de restaurateurs proposant des livraisons ou des plats emportés est disponible sur le site de l'ambassade de France, également sur la page Facebook de la CCIFC. Donc, pour le déjeuner, le dîner ou même le petit déjeuner, Open Wine va pas tarder à livrer des petits déjeuners maintenant. N'hésitez pas à consulter cette liste. Je pense que c'est dans ces périodes difficiles pour nos restaurateurs que nous devons vraiment faire appel à la solidarité de tous. Et donc, je vous enjoins à télécharger cette liste et à penser aux restaurateurs français pendant cette période. La quatrième action que nous avons entreprise, c'est mettre en valeur les initiatives de nos membres dans cette période. Donc, aujourd'hui, la CCIFC a environ 150 membres. Et un bon nombre d'entre eux ont mis en place des actions. Elles ont souvent proposé des services digitaux. Elles ont digitalisé certains services. Je pense notamment aux écoles. Elles ont également accentué les mesures de précaution sanitaire pour les établissements qui reçoivent du public. Et notamment certains d'entre eux ont lancé également des nouveaux services pour s'adapter à la situation actuelle. Donc, si vous êtes en recherche d'inspiration, d'initiatives pour faire face à cette crise, je vous invite à aller sur la page Facebook de la CCIFC et vous aurez une liste d'idées qui sont assez rapides, faciles à mettre en place pour
pour atténuer les effets de la crise. La dernière chose dont je souhaitais vous parler, c'est la plateforme collaborative Covid-19 que nous lançons aujourd'hui sur notre site internet. Je vous partagerai le lien une fois le webinaire terminé. L'idée est de mettre en commun, de mettre en rapport les besoins et les offres de solutions et accentuer, en tout cas encourager l'entraide entre entreprises lors de en ces temps de crise. Donc, si vous avez un besoin particulier en tant qu'entreprise de, par exemple, développer vos ventes en ligne ou augmenter votre visibilité en ligne, vous pouvez remplir un formulaire et rapidement faire part, en tout cas partager ce besoin à la communauté d'affaires qui pourra ensuite prendre contact avec vous directement en cliquant sur le bouton contact. Et à l'inverse, les entreprises qui offrent un service particulier en temps de Covid-19, qui souhaitent proposer une offre spéciale ou un rabais sur un service dans l'objectif d'entraide intracommunautaire, peut également le faire à travers ce même questionnaire. Et l'offre de service, la solution sera disponible en ligne sur le site de la CCIFC. L'idée étant de créer une plateforme collaborative où offres et demandes se rencontrent. Voilà, c'était les 5 points dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il y en aura certainement d'autres. On va continuer à communiquer sur les initiatives de nos membres. On va communiquer sur la plateforme collaborative pour avoir davantage de propositions, d'offres de services. On va continuer à travailler sur les questions de plaidoyer avec nos chambres partenaires et les associations professionnelles. Et je le répète, si vous avez encore des questions sur notamment des problématiques économiques ou d'entreprise, notre numéro de téléphone et nos contacts sont disponibles sur la bannière Facebook de la CCIFC. Voilà. Merci. Merci Martin. Alors on me dit que Pierre-André Romano, qui est le président de notre section de Simrib, est en ligne et il peut faire un petit mot sur la situation dans la cité des Temples. Pierre-André, tu es avec nous? Je suis là. Bonjour tout le monde. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. La situation à Simrib est ce qu'elle est, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'avec une industrie et une activité qui est basée essentiellement sur le tourisme, tout s'est quasiment arrêté. Une petite pointe de positive quand même, c'est que depuis cette semaine, en gros, il y a une petite reprise d'activité. Il y a beaucoup de Cambodgiens qui étaient partis, principalement pour des questions sanitaires, qui sont revenus, qui ont réouvert leur commerce. Donc, il y a finalement pas mal de commerces, de petits restaurants de rue qui sont à nouveau ouverts alors qu'ils étaient fermés, parce qu'ils sentent que d'un point de vue sanitaire, c'est moins risqué qu'avant. Donc, il y a un petit peu plus de vie. C'est pas une ville fantôme comme ça l'a été pendant les 3-4 dernières semaines. Il y a quelques hôtels qui ouvrent. J'ai discuté aussi avec des Français ici qui me disent je vais peut-être rouvrir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ou là à court terme, hôtel ou restaurant, notamment parce qu'il y a des Cambodgiens qui viennent et aussi parce qu'il y a des expatriés ou des Cambodgiens de Phnom Penh qui viennent à Siem Reap. Et ça, je vous invite à le faire et à communiquer autour de vous. C'est très agréable en ce moment, il n'y a personne dans les temples. On ne reverra, en tout cas je l'espère, on ne reverra jamais ça avant un bon moment. C'est vraiment l'occasion pour les expatriés ou les Cambodgiens de venir passer un peu de temps à Siem Reap. C'est très calme, c'est très paisible. Il y a quelques beaux hôtels encore ouverts et il y a surtout un cadre incroyable pour visiter les temples. Donc bon, ça sauvera pas Siem Reap, mais ça fera un petit peu d'activité et c'est plus que bienvenu. Après, bon, on va malheureusement
Je pense que le mois de mai et la fin du mois de mai va être le début de la crise humanitaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'ai discuté avec mes confrères, avec les autres sociétés ici. La plupart ont réussi à assurer un minimum de salaire à leurs employés jusqu'au mois d'avril. Soit à tout, soit à 50%, soit à 70%, soit une partie, mais quasiment tout le monde a vraiment fait les efforts qu'il fallait pour essayer de soutenir leurs employés. Probablement plus le cas au mois de mai. Beaucoup me disent, le mois prochain, je ne sais pas comment je vais faire. Soit ils rentrent dans le cadre des $30 ou $40 du gouvernement, mais encore faut-il qu'eux-mêmes puissent abonder avec le complément, ce qui n'est pas toujours le cas. Soit ils ne rentrent pas dans le cas, mais on va se retrouver fin mai avec une vraie situation à risque d'un point de vue humanitaire, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, parce que finalement, les gens se sont un peu débrouillés, et puis il y a eu encore des bouts de salaire jusqu'au mois d'avril. Les Cambodgiens ne sont pas très bons en termes d'anticipation, en général. Donc je doute qu'ils aient mis de côté en se disant les mois qui viennent vont être durs. Donc je pense que le mois de mai va être dur. Et je pense que fin mai, on va assister à Siem Reap à une situation, d'un point de vue économique, assez catastrophique. Et il faut qu'on anticipe, il faut qu'on parlait de solidarité tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse dès maintenant à ce qu'on peut faire à notre petit niveau déjà français, chambre de commerce, et déjà pour les employés de nos entreprises. Il faut qu'on soit un peu créatif et qu'on réfléchisse à des solutions de solidarité pour subvenir aux besoins de nos employés, même si on ne pourra plus leur donner de salaire. L'urgence pour moi est là. Je ne sais pas si vous avez eu des échos d'entreprises, d'autres échos d'entreprises à Siem Reap, mais les discussions que j'ai pu avoir autour de moi, tout le monde est à peu près sur le même modèle. Ils ont pu tenir plus ou moins, survivre jusqu'à maintenant, mais ça ne sera pas le cas à partir de mai. Et on sait très bien qu'il n'y aura pas de retour de touristes avant un moment. Au mieux, un tourisme régional, on commence à parler du mois de juillet pour des arrivées éventuellement en provenance de Chine, de Corée, du Vietnam, qui peuvent réouvrir sur les 2 mois à venir. C'est malheureusement pas les touristes qui dépensent le plus, hein. Donc ça ne va pas vraiment relancer toute l'économie, et notamment pas celle tenue par les entreprises françaises. Et pour le tourisme international, autant jusqu'à il y a encore un mois et demi, les gens disaient ouais, octobre, novembre, ça va repartir. Si octobre, novembre, c'est du 30-40% d'une saison normale, ça sera déjà bien. Donc, pas très optimiste sur la ville de Siem Reap. Merci de ton témoignage. Évidemment, nous, on est à disposition pour discuter de tout ça avec toi et les équipes de la CCI Siem Reap. L'appel est bien entendu concernant les expatriés de Phnom Penh et les autres pour vous rendre visite. Je crois une des initiatives sur laquelle on réfléchissait, nous, c'était de mettre à jour une liste des opérateurs touristiques, restaurants, hôtels, autres français encore ouverts à Siem Reap, parce que je pense qu'on en a besoin. Très bien. Donc on en reparlera. Très bien. En tout cas, merci et bon courage à toi et à toute la communauté de Siem Reap. Merci. Une autre intervention et ensuite on passera aux questions-réponses donc de la French Tech sur la situation des startups françaises au Cambodge. Mathieu, est-ce que je dois t'appeler Mathieu déjà, mais Mathieu, est-ce que tu es en ligne? Oui, je suis en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Tu as la parole. Oui, ok, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à tous et bonjour Madame l'ambassadrice. Donc, je vais en profiter pour vous donner un état des lieux des sociétés de la French Tech. Donc, je vais vous montrer, si vous voyez mon écran, je vais partager mon écran. Comme ça, vous pouvez voir. Ceux-ci sont les résultats d'un sondage qu'on a fait cette semaine, qui est basé sur le sondage de la jeune chambre association des entrepreneurs cambodgiens.
on a utilisé le même sondage, on a refait ça à travers les 15 sociétés de la French Tech pour savoir quel était l'état des lieux. Alors, évidemment, en termes de mesures qui ont été mises en place, la moitié des sociétés ont mis en place des réductions de coûts, ce qui est évident, des reports de lancement de nouveaux produits et aussi une revue de leur business model. Donc ça, il y a eu énormément de changements stratégiques au niveau des sociétés. L'impact au niveau des cash flows a été à travers les 13 sociétés qui ont rempli le sondage légèrement négatif. Donc, c'est pas dramatique, mais il y a évidemment un impact négatif. En termes de productivité des employés aussi, il y a eu une baisse de productivité avec des interruptions et le travail à la maison et des choses comme ça. Les ventes ont évidemment été impactées avec un niveau de 5,3 sur 7, donc c'est assez négatif. Il n'y a pas eu d'impact vraiment sur des situations de renégociation de dettes ou de choses comme ça pour le moment. Ça a été relativement neutre. Les relations avec les clients n'ont pas été trop affectées non plus. C'est assez neutre, ce qui est positif. Par contre, la vue sur les opérations est légèrement négative, ce qui est normal vu la situation. Aussi, entre le 1er mars et le 1er mai, seulement 30% des sociétés ont licencié, ce qui veut dire que, comme ça a été mentionné par la personne qui parlait sur CMREG, les sociétés tiennent relativement bien par rapport à leurs employés. Ils n'ont pas encore perdu beaucoup de monde. Donc, la plupart des initiatives sont vraiment des initiatives de réduction de coûts. Alors, quand on regarde le détail des initiatives, il n'y a pas eu qu'un seul quart des sociétés qui ont fait des réductions de salaire sans remboursement. Donc, il y a eu de l'ajustement. Il y a eu très peu de coupes de salaire avec des plans de remboursement. Un quart des sociétés ont gelé les salaires et aussi une grosse partie des sociétés, près de la moitié, ont aussi mis un frein au recrutement. Il y a eu des changements au niveau de l'emploi, évidemment. Donc, on a dit que 30% des sociétés ont licencié. Mais à part ça, il n'y a pas eu de gros changements. Par contre, si l'on regarde les 3-4 prochains mois, si la situation se détériore, évidemment, il y aura des coupes au niveau de l'emploi et des coupes au niveau des salaires. Ça, c'est clair, c'est déjà prévu par les sociétés. Si l'on regarde par rapport à leurs prévisions pour le profit 2020, évidemment, ça se passe relativement mal. Alors, vu qu'on parle de sociétés start-up en tech, seulement 40% voient des réductions de revenus. On voit toujours 30% qui ont toujours des perspectives de croissance au niveau des revenus, ce qui est très spécifique aux startups. Mais quand on regarde ce qui est profitabilité, c'est beaucoup plus négatif. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est clair. Et quand on regarde la situation cash à l'avenir, seulement 40% des sociétés ont de quoi tenir pour 3 à 4 mois. Seulement un quart des sociétés ont assez pour 1 ou 2 mois.
et un quart jusqu'à la fin de l'année. Donc, évidemment, si les choses s'empirent au niveau des 3-4 prochains mois, la situation sera extrêmement difficile pour beaucoup de ces sociétés. Donc, en espérant que le pire n'est pas à venir. Donc, en termes d'initiatives mises en place, tout ce qui est sanitaire, toutes les sociétés les ont mises en place. Tout ce qui est travail à la maison, 90% des sociétés ont déjà mis ça en place aussi. Les discussions avec les clients pour les rassurer par rapport à la situation sanitaire, la majorité des sociétés l'ont déjà fait. Les outils de communication à travers les employés, 3/4 des sociétés les ont mis en place à travers leurs employés et leurs partenaires et leurs clients. Donc, très proactif, ce qui est normal pour des startups. Seulement un quart des sociétés ont vraiment mis des plans. 60% ont déjà mis en place des plans de coûts de réduction. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà parlé. Quoi d'autre? En termes de continuité, 50% des sociétés n'en avaient pas. Le reste en avait et ont bien fonctionné. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en termes des recommandations pour le gouvernement, comme Soresme l'a dit, la semaine dernière, il y avait un meeting avec le ministère des Télécoms et son Excellence Kanchan Mehta en général. Et pour la French Tech, la suggestion numéro 1, c'était évidemment d'avoir une aide au niveau des taxes pour la moitié des sociétés. Et puis, une aide en cas de licenciement pour les employés licenciés comme il y a dans le secteur de l'hôtellerie et textile. Tu m'entends? Donc, voilà. Oui? Oui, juste, ensuite, on va passer aux questions-réponses. Pour finir sur une note un peu positive vis-à-vis de la French Tech, juste, est-ce que tu peux présenter très brièvement les applications qui ont été développées par des boîtes de la French Tech et mises à disposition du gouvernement. Mais s'il te plaît, sois rapide. OK. Alors, on a approché le gouvernement lors du hackathon. C'est une compétition de développeurs de software pour développer des outils pour le gouvernement. Notre équipe, avec une autre société de la French Tech ont développé ce qu'on appelle un broadcasting solution, c'est-à-dire que c'est une solution qui permet au gouvernement de communiquer directement avec la population à travers Telegram et Facebook Messenger et aussi les SMS en automatique. C'est-à-dire que c'est un peu comme on voit à Singapour, le gouvernement peut dialoguer directement avec la population à travers ces méthodes-là et être la seule source de vérité, en gros, en donnant les informations directement aux personnes sans passer par les médias ou des choses comme ça. Donc, cet outil a été développé et il est prêt à être livré. Donc, on attend la réponse du ministère en espérant la semaine prochaine pour qu'ils mettent ça en place, en espérant, vu que c'est à disposition du gouvernement. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage, Mathieu. Juste, je ne me permettrai pas de le faire d'ordinaire, mais on est en crise. Juste pour rappeler que c'est un marché qui a explosé à Campagne notamment. Il y a 2 sociétés françaises qui font tout ce qui est delivery, donc Miltemple et Daily Market. Donc, quand vous commandez, essayez de penser à commander via les startups de la French Tech. Voilà, merci. Donc maintenant, on va passer effectivement on va revenir aux questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Pierre. Merci Soresme, merci à tous les intervenants. Première question adressée à Philippe Baudry, conseiller économique de l'ambassade de France, concernant la réévaluation de l'accord européen Tout sauf les armes. Voilà, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est l'accord Tout sauf les armes? Et la question porte sur une éventuelle réévaluation de cet accord dans le cadre de la pandémie de Covid-19.
Alors l'accord Tout sauf les armes est une préférence commerciale qui est accordée de manière unilatérale par l'Union européenne aux pays les moins avancés, dont fait partie le Cambodge. Mais il y a aussi dans la zone de Laos et de la Birmanie, par exemple. Et pour simplifier, ça donne l'accès aux productions de ces pays au marché européen, sans aucun quota, sans aucun droit de douane pour l'ensemble des marchandises produites, sauf les armes, d'où le nom Tout sauf les armes. Voilà. Il se trouve que dans le cas particulier du Cambodge, une procédure d'évaluation par l'Union européenne qui a été engagée il y a longtemps déjà a conduit l'Union européenne à décider d'une suspension de cette préférence commerciale, puisque la préférence elle-même était subordonnée au respect d'un certain nombre de conventions en matière de droits de l'homme et de droit du travail, et la Commission a jugé que ces conventions n'étaient plus respectées. Donc, la décision a été prise le 12 février dernier de suspendre à effet du 12 août prochain, donc un délai de 6 mois, la préférence commerciale. Et ce serait une suspension partielle, puisqu'elle s'appliquerait sur à peu près 20% des exportations du Cambodge vers l'Union européenne. Voilà. À ce jour, nous n'avons pas de preuves, nous n'avons pas d'indices probants selon lequel la Commission serait prête à renoncer à cette suspension, même si, effectivement, un certain nombre d'industriels du secteur, le GEMAC évidemment, mais aussi l'Association européenne du textile, ont exprimé une demande en ce sens. Voilà, donc c'est un sujet qui n'est peut-être pas terminé, mais à ce jour, je dirais, nous n'avons pas d'indice comme quoi la décision prise pourrait être rapportée. Donc je suis extrêmement prudent, les choses peuvent encore évoluer, mais c'est la réponse que je peux faire à l'heure actuelle. Voilà. Merci. Une autre question, plutôt adressée à Antoine Fontaine. Est-ce que des mesures de réduction des taxes d'importation sont envisagées par le gouvernement cambodgien? Et si oui, sur quel secteur? Alors, sincèrement, je n'ai pas entendu de telles mesures. Ça veut dire qu'elles n'existent pas. Mais personnellement, je ne suis pas au courant. Si vous êtes au courant de ce genre de mesures. Non. D'ailleurs, on voit mal quelle serait la justification macroéconomique, parce que ça se traduirait par une baisse des recettes de l'État dans un moment où l'État a besoin, au contraire, de mobiliser ses ressources. Merci. Une autre question sur la suspension des contrats pour une durée de 2 mois prévue au Cambodge. Est-ce que cette suspension des contrats doit s'appliquer à tous les salariés d'une entreprise, ou est-ce qu'il est possible de suspendre des contrats au cas par cas? Antoine Fontaine. Alors, pour pouvoir suspendre des contrats de travail, il y a une procédure qui, comme je l'indiquais, qui est à suivre, notamment avec le recours à l'inspection du travail. Alors, il est tout à fait possible individuellement de négocier une suspension de contrat de travail, mais si cette suspension est imposée aux salariés, alors il faut passer par une procédure spécifique. Normalement, la durée, d'après le droit du travail du droit commun, est une durée de 2 mois maximum, une suspension de 2 mois maximum. Elle a été étendue à 2 fois 2 mois renouvellement récemment, et en fait, je pense moi, sincèrement que ça va être reporté, la suspension va être renouvelable jusqu'au moment où la situation d'entreprise ira mieux. Donc l'idée est plutôt de suspendre. Je disais que le gouvernement souhaite éviter les licenciements, évidemment, et ce qui va lui imposer, ce qui permet à la fois d'apporter une aide financière, je le disais, de $40 du gouvernement aux salariés, de leur laisser l'accès à la sécurité sociale tout en étant exonérés des charges sociales. Donc c'est un élément important pour les salariés, donc qui plaide pour la suspension.
Donc, et comme ça, a priori, ne coûte rien aux entreprises, sauf dans le secteur textile, je le rappelle, ils payent eux 30% de leur côté, il n'y a pas vraiment rien n'empêche en fait ces suspensions. Après, est-ce que les salariés vont rester suspendus? Ça, c'est une autre question, puisque normalement, ils ne peuvent pas travailler ailleurs, ils ne peuvent pas utiliser leur temps de travail pour travailler ailleurs. Donc, est-ce qu'ils sont satisfaits de 30 $, de 40 $ par mois? Mais a priori, c'est plutôt mieux que rien. Et donc, j'ai tendance à dire que beaucoup de salariés auront tendance à vouloir le garder de plus en plus, parce que certaines personnes aujourd'hui font le choix, on voit d'arrêter de rompre le contrat de travail et de retourner dans leur village et éventuellement d'ouvrir des business avec des licenciements qu'ils auraient pu avoir ou de choses négociées. Il est probable que dans un futur proche, il y ait de moins en moins d'opportunités d'activité pour ces gens-là. Ils se retrouvent véritablement avec aucune activité. Une autre question pratique. Pour les réductions de salaire, si chaque entreprise décide une réduction de salaire, en particulier peut-être en accord avec ses salariés, est-ce que ces réductions de salaire doivent être juridiquement encadrées? Et dans ce cas, comment doivent-elles être documentées? Clairement, c'est une modification du contrat de travail qui est substantielle, et donc, tout comme en droit français, il faut l'accord des parties pour réduire le salaire. En cas de négociation entre un employeur et un employé, il n'y a évidemment pas de souci, il y a simplement un amendement au contrat de travail à faire. En revanche, si l'employeur souhaite imposer ça à ses salariés, ça sera évidemment plus compliqué, et le salarié pourra parfaitement refuser cette baisse de salaire, et auquel cas pourra se considérer comme étant licencié et donc bénéficier des indemnités de licenciement qui vont avec ce licenciement. Merci Antoine Fontaine. Une dernière question adressée à la CCIFC. Est-ce que la CCIFC envisage de mettre en place une politique de préférence pour les établissements tenus par des Français? Vous avez déjà parlé de l'établissement avec l'ambassade d'une liste d'établissements de restauration tenus par des Français pour pouvoir commander des plats, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues dans ce domaine? Oui, on l'a mentionné tout à l'heure, on a aussi une réflexion sur Siem Reap, effectivement, pour pousser nos expatriés à retourner à Siem Reap, à visiter Siem Reap, et si possible à aider par leur consommation les entreprises françaises sur place. Donc on va travailler dessus. Et on a aussi un autre projet, mais qui arrivera peut-être post-crise, donc après la crise, où on aimerait travailler à une sorte d'annuaire des entreprises françaises, des acteurs économiques français du Cambodge. Pareil, sur le principe qu'effectivement, on ne se connaît pas tous. Alors, ce type de crise aide à ressouder la communauté, mais de donner plus de visibilité à toutes les entreprises françaises du Cambodge. Et quand je dis entreprises, ce n'est pas seulement les entreprises membres de la Chambre, mais c'est aussi les artisans, c'est aussi les tout petits acteurs qui comptent. Donc là-dessus, on y travaille. Après, nous, on n'est qu'une chambre de commerce, évidemment. Je dirais ce qui compte, c'est la volonté de chacun de répondre à ce réflexe et prioritairement, ça va être un peu dur de le dire, mais prioritairement essayer de consommer dans des entreprises, dans des restaurants, dans des lieux tenus par des Français. Je voudrais rebondir sur ce point. Philippe Baudry a parlé tout à l'heure des mesures d'aide aux entreprises françaises qui étaient enregistrées en France, donc la maison mère était enregistrée en France. Il se trouve que le Conseil national des conseils du commerce extérieur, le Comité national des conseils du commerce extérieur de la France a décidé donc de faire une enquête sur les EFE, c'est-à-dire les entreprises françaises à l'étranger, c'est-à-dire des entreprises qui appartiennent en fait à des Français qui sont installés à l'étranger mais qui n'ont pas de maison mère en France. Donc c'est la situation contraire. Et donc ce sondage a pour vocation de les lister, de voir quelle est leur activité, notamment avec des entreprises françaises, avec
avec éventuellement des importations de services ou de biens de France. Ce sondage est disponible sur le site de la Chambre de commerce. Et il est véritablement important, si vous faites partie de ces entreprises-là, à donner votre témoignage grâce à ce sondage. Il pourrait aboutir à des suggestions de la part du CNCCEF auprès des autorités françaises pour voir en quelle mesure il serait possible potentiellement d'aider ces entreprises-là. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes concerné par les EFE ou si vous connaissez des gens qui sont dans le cadre d'une EFE, merci de les contacter. Merci de regarder sur le site internet de la Chambre de commerce. D'accord, merci. Bon, on n'a plus de questions, donc je reprends donc le micro pour conclure. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez le contact de la Chambre et même si vous souhaitez adresser ces questions à Philippe Baudry, Antoine Fontaine, on les fera passer. Merci à tous nos intervenants et en premier lieu à Madame l'ambassadrice. Ce webinaire prouve que la communauté française elle est soudée dans cette épreuve et qu'on est solidaire évidemment de nos autres Cambodgiens. Je remercie aussi tous nos auditeurs. J'espère qu'on a pu répondre à la plupart de vos interrogations. Et veuillez accepter nos excuses s'il y a eu quelques incidents techniques. Je conclurai en vous rappelant que la CCI elle reste au service de la communauté franco-cambodgienne dans son ensemble, donc pas seulement nos membres. Et moi-même, j'ai été élu avec une nouvelle équipe depuis le mois de janvier. On aurait honnêtement aimé démarrer notre mandat autrement. Très sincèrement, on essaye de s'adapter. Mais soyez sûrs qu'on est encore là. On travaille déjà à la suite. On a tout plein d'idées pour la suite quand on sera tous déconfinés. Merci encore. Restez à l'écoute. Bon week-end à vous. Vous pouvez sortir masqué, vous pouvez sortir vitré comme nous. On a peut-être l'air un peu ridicule, mais encore une fois, merci à l'Institut de technologie du Cambodge qui nous a offert ces, je sais pas comment on appelle ça, ces paumes moyenâgeux. Merci à vous et bon après-midi et bon week-end. Non, une photo d'abord. Ah oui, une photo avec les masques. Là, on est obligé. Philippe. Il y a une petite photo, c'est une vrai, photo avec Martin. Moi, j'ai pas eu de masque.